On y va? On y va. Bon, David, alors, encore un autre moment d'échange avec toi. Merci d'être si disponible pour partager tes connaissances, ta vision du shiatsu. En plus, pour moi, c'est plus ta vision de la vie qui s'intègre dans ton art, dans le fait que tu es un tout, en cohérence avec ce que tu enseignes. Et donc, en préparation de notre atelier à Paris sur le thème la relation entre le bassin, la mâchoire et le diaphragme, selon le point de vue du mouvement Shiatsu. David, aujourd'hui, tu vas te présenter encore et puis surtout parler un peu de ce stage en général, de ce qui te tient à cœur. Et on laissera aussi un moment de partage questions-réponses à la fin, qu'on a 1 heure. Et comment tu souhaites amener ce petit atelier conférence? Bon, avant tout, bonsoir, puisqu'on dit bonsoir. Bonsoir à tous et merci d'être ici. Ce que je voulais pour cet atelier, ce week-end à Paris, ce que j'aimerais bien de proposer, c'est pas seulement la relation entre le bassin, la mâchoire, diaphragme, mais même une vision de comment nous approchons, je ne sais pas si on dit ça en Oui, français, oui, c'est ça, c'est parfait. le travail avec les articulations en général. C'est quelque chose que je tiens beaucoup au cœur parce que j'aime bien l'idée de faire vrai ce que nous disons souvent, c'est-à-dire nous on dit qu'on travaille d'une façon et d'une vision holistique, mais l'expérience me montre que dès qu'il y a un problème aigu, concret, et spécialement si c'est sur une articulation, ce qu'on cherche immédiatement, c'est à trouver ou à bien apprendre ou à chercher les points qui vont libérer cette articulation ou bien la manipulation qui va libérer la douleur. C'est-à-dire, tout le travail est focalisé sur l'articulation qui donne des symptômes, qui donne des problèmes. Et bon, pour moi, ça, c'est une contradiction de ce qu'on dit, parce que normalement, on dit que nous, on travaille holistiquement, qu'on prend tout le corps comme un complet, qu'on ne peut pas séparer les parties du corps, etc. C'est pour ça qu'on travaille avec les méridiens, l'énergie, tout ça. Mais dans la pratique, je trouve que la vision qu'on a, c'est plutôt physiothérapeute, très médical, d'essayer de trouver un travail direct sur le problème. Et j'aimerais bien, dans ce week-end, essayer de trouver et de montrer un peu la façon comment, du point de vue du mouvement Shiatsu, c'est tout l'organisme, c'est tout le système qui doit aider à retrouver l'équilibre quand il y a un symptôme, disons, dans une articulation qui donne des problèmes. Ce n'est pas seulement un travail ponctuel sur la zone conflictive. Je m'explique? Ouais, tu t'expliques bien. Qu'est-ce que tu es en train de gratter là, Barbara? Un truc dans les mains, ça y est. Et écoute, cette vision globale de la personne, elle est en lien avec la vision du mouvement Shiatsu.
Est-ce que ça Oui, se limite à l'aspect structurel ou ça prend en compte aussi d'autres aspects, par exemple émotionnels ou autres? ah oui, évidemment. Mais je pense que, à fin de compte, une des choses qui m'ont toujours attiré du shiatsu, et en général de la philosophie orientale et de la médecine orientale, c'est que il y a toujours une liaison très étroite entre émotion, esprit, corps. Il n'y a pas une différence définie sur qu'est-ce qu'on travaille. C'est pratiquement impossible de travailler n'importe quel aspect sans qu'il y ait une relation, un effet direct sur les autres. Alors, je pense que ce n'est pas seulement une vision du mouvement shiatsu, mais c'est une chose qui est belle de la vision orientale, qui est que vraiment, on essaye de trouver un équilibre, mais dans la totalité. Et nous, on a la chance on le fait à travers du travail corporel, que pour moi est une très bonne façon d'aider les personnes à se retrouver avec eux-mêmes et les porter au présent, pas dans l'histoire, pas dans ce qui s'est passé, euh, quoi que ce soit, mais plutôt de les rapporter au moment où quoi que ce soit se manifeste. Et je pense que ce que j'aime bien du shiatsu, c'est que n'importe quelle sorte de shiatsu, hein, moi je parle du movement shiatsu parce que c'est la chose que j'adore. Alors, c'est ma passion. Mais je pense que n'importe quel type de shiatsu essaye et veut trouver la façon d'aider le client à trouver ses propres moyens, à lui apprendre ses propres solutions. Oui, et c'est vrai, dans le mouvement shiatsu, on est toujours là-dessus, on essaye que le client apprenne toujours quelque chose dans une session, mais je pense que probablement, à fin de compte, c'est dans toutes les formes de shiatsu pareil. Oui. Et du coup, ouais, quelle est la caractéristique du mouvement de shiatsu par rapport au shiatsu aux autres styles de shiatsu? Qu'est-ce que tu revendiques vraiment Hmm. comme spécificité? Je pense qu'il y a deux aspects qui sont importants. L'un serait que on essaye du droit et du travers, de toute façon, que de faire du client un agent actif dans la session, c'est-à-dire d'éviter que ce soit une personne qui simplement reçoive un traitement, qui soit passif et qui améliore sans doute après une session, mais ne sache pas comment reprendre ce qu'elle a ressenti dans la session dans sa vie. Et l'autre aspect, c'est qu'on insiste beaucoup dans le mouvement shiatsu dans la partie de l'enseignement. On insiste qu'on veut pas seulement que la personne améliore ses symptômes, guérisse ou quoi que ce soit, mais beaucoup plus important, que la personne apprenne quelque chose d'important dans chaque session, de façon que le shiatsu a des conséquences réelles dans sa vie. Et ce processus, comment il s'effectue? C'est-à-dire, c'est par la conscience d'un mouvement, c'est par des choses, un débriefing que vous faites après la séance, ou donner une signification à certains gestes ou réactions, lui expliquer, l'aider à comprendre?
Pas seulement. C'est pas seulement une question d'expliquer. Je pense que c'est surtout une question d'attitude. Moi, je dis toujours que je peux dire ce que je veux. Je peux demander à mon client de parler, de se sentir libre, de s'exprimer, de dire quoi qu'elle ressente. Mais si mon attitude ne favorise pas ça, ma présence ne favorise pas ça, l'entourage dans la chambre où on fait le shiatsu ne favorise pas ça, et bien alors ça va être vraiment difficile parce que les messages que j'envoie sont différents. Une chose, c'est ce que je dis, l'autre, c'est mon attitude. Si mon attitude, c'est celle de quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il faut faire, ce qui va se passer et comment il faut travailler, alors ça donne très peu d'espace au client, à la cliente, à proposer ou dire quoi que ce soit. Et là, pour moi, il y a une chose que le mouvement de shiatsu insiste spécialement, et c'est une des différences que je pense que, comme tu demandais avant, c'est que on essaye et on motive le client à expérimenter, à rechercher à travers précisément le mouvement, le travail corporel et les sensations personnelles internes, pas questionnables. Qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle peut faire, comment peut-on trouver la façon de développer des nouveaux outils pour trouver la grande balance qu'on essaye toujours de trouver, mais que, en fin de compte, ce qui nous intéresse dans le mouvement de shiatsu, c'est que le client soit vivant dans la session, soit actif et ait un esprit d'investigation, de ressentir quoi que ce soit, de respecter son propre ressenti, c'est-à-dire, et j'insiste là-dessus, ce que le client ressent, c'est pas discutable. On ne discute pas ce que le client ressent. La première chose à faire, c'est d'accepter le client tel qu'il est ou qu'elle est. Ouais. Après, on va d'essayer de porter ce client au présent dans la session. Qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça se passe et comment ça lui affecte. Et à partir de là, on voit qu'est-ce qu'on peut faire dans un processus. On commence une relation avec le client. Et pour commencer une relation, il faut un respect profond pour le ressenti du client, pour sa personnalité, pour son humanité. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à chercher tous les deux comment faire pour évoluer dans sa situation. C'est-à-dire, du point de vue du mouvement shiatsu, ce que je me compromets à faire, c'est de faire des propositions de travail que je pense et que mon expérience me disent qui peuvent être utiles dans la situation X présente avec le client. Mais à fin de compte, c'est le client qui va décider si elle veut suivre ma proposition ou bien si je dois proposer une autre chose parce que elle n'est pas prête à le faire ce jour-là. Je ne sais pas si je m'explique ou Moi, je te comprends. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une vraie éducation
C'est aussi une forme d'éducation de l'autre, à lui enseigner à ressentir, à sentir ses limites et en faire une intégration. Donc, c'est un travail très complet. Et en plus à confier à son ressenti. Parce que normalement, je pense que ça nous arrive à tous, vous qui êtes ici, c'est très souvent les clients, à la fin de la session, demandent qu'est-ce que tu as trouvé, hein, comment tu m'as trouvé. Et moi, bon, ça m'arrive plus, mais ça m'arrivait avant. Et ça m'étonne parce que, à fin de compte, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils ont ressenti. Parce que ce que j'ai ressenti, c'est important pour moi, mais ce n'est pas important pour le client spécialement. Parce que ce qui est essentiel, c'est son expérience. Après, on peut partager. On peut partager mon expérience avec son expérience. Mais avant tout, ce qui est fondamental, c'est son expérience. Parce que dès le moment où mon expérience est plus importante que la sienne, c'est foutu. Parce que je te disais que c'est une forme d'éducation parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas et qui pensent que le thérapeute, il sait mieux que eux ses besoins. Donc, c'est vraiment une spécificité de ta technique. Oui, mais il faut du travail. C'est pour ça qu'on pense toujours en termes de processus. Parce qu'on ne peut pas apprendre à confier ce qu'on ressent si on n'a pas une pratique, s'il n'y a pas un dialogue, mais pas seulement un dialogue verbal, mais un dialogue corporel. Mon contact aussi doit avoir cette qualité de permettre à l'autre personne de s'exprimer et de bouger, de faire quoi ce qu'il veut. Oui. Et comment il se fait pratiquement cette liberté d'expression lors d'une séance? C'est une bonne question. Ah, merci. Encore, je pense que c'est essentiellement une question d'attitude. Hein, de donner, en pensant à ma clinique, pour moi, c'est essentiel que dans l'espace où je reçois mes clientes et clients, ils puissent se sentir sûrs, en sûreté, tranquilles, respectés et qu'ils ne doivent pas être autre chose que ce qu'ils sont. C'est-à-dire, ils ne doivent pas être différents pour me faire plaisir. Et je dis ça, ça paraît bête. Hein, mais finalement, quand on compare avec une relation docteur-client, avec un docteur, on essaye toujours, même sans le vouloir, qu'il ne se fâche pas, qu'il nous accepte. Oui. Et là, c'est un problème, parce qu'avec un docteur, parfois, je ne peux pas m'exprimer vraiment, parce que j'ai peur de me faire engueuler. Si je lui dis que je prends des fleurs de bac ou que je fais d'autres choses à côté, par exemple. Oui. Eh bien, moi, je ne veux pas du tout ça dans ma clinique, dans mon espace. Je veux que les clients puissent être vraiment eux-mêmes. Et là, c'est une question que l'espace le permette et que mon attitude le permette. J'insiste là-dessus. Et mon attitude, c'est ce qui va faire que la relation personnelle soit honnête et soit vraie et soit vivante. Tout le reste, c'est théorie et c'est médecine chinoise et c'est des mots qui sonnent très bien, mais
c'est pas important. Donc, de ce que tu dis, ce que je ressens, c'est que vous, au shiatsu traditionnel, avec sa théorie, vous avez rajouté tout un processus, en fait, dans la relation, peut-être d'influence un peu psychothérapeutique. Est-ce qu'il y Bon, a, quelles influences il y a dans le mouvement shiatsu? Du coup, ça peut donner des éclairages. bon, oui, il y a une influence claire du modèle de fonctionnement de la Gestalt, et on utilise pas mal le framework, comment on dit ça, le modèle, disons, qui comprend ce concept de cycles qui se répètent et qui ont un processus qui se développe et que parfois arrive à sa fin et parfois n'arrive pas à sa fin, alors elle se répète et doit se retrouver. Et ça s'applique aux émotions, au corps, à l'esprit, aux relations, à n'importe quel aspect de notre vie. Alors, Bill Palmer, qui est le fondateur du mouvement Shiatsu, a travaillé beaucoup à combiner et à donner du sens à la médecine chinoise en relation à cette idée de processus. Oui. Et voilà, là, c'est une influence importante. Ouais. Ouais, ça se ressent. Et de ce que tu dis par rapport tout le processus d'écoute profond de ces sensations par le biais du corps, l'apprentissage par le biais de l'expérience corporelle, ben, ça me fait penser aussi à des aspects de travail somatique. Il y en a aussi dans le travail du mouvement Shiatsu. Qu'est-ce que tu veux dire comme travail somatique? Somatique, le travail somatique, les pratiques somatiques, qui Euh, sont justement une forme de pédagogie du ressenti personnel, en fait. je ne connais pas. Je ne connais pas spécialement. Par exemple, le body mind centering, parce que je sais que Bon, Bill oui. Palmer, Oui. il a pratiqué le body mind centering, Ok, et ok. tout ce discours-là, ça me fait vraiment penser à ces pratiques somatiques parce que je suis en train d'en pratiquer beaucoup, et du coup, ça fait un peu partie de ma réflexion actuelle. Et je suis très contente de pouvoir confronter ça aussi avec vous, qui en avez beaucoup d'expérience déjà. Ok, pardon, quand tu disais somatique, pour moi, somatique, ça voulait dire corporel. Oui, mais il y a les pratiques somatiques, Alexander, Oui, Feldenkrais. oui. Là, je comprends. Oui, pour moi, le body mind centering et la technique, Alexander technique, qu'on utilise et qu'on prend des principes de là aussi. Ce que j'adore du body mind centering, par exemple, c'est que le focus dans l'investigation personnelle n'est pas dans la tête, et pas dans la pensée. Il est beaucoup plus dans le ressenti, dans l'investigation de comment les systèmes organiques de notre corps, soit les organes, soit les muscles, soit le système nerveux, peuvent être expérimentés personnellement, en direct et sans intervention de grandes idées ou de machinations dans la tête. Et ça fait que tout à coup, on a tout un système, c'est-à-dire toute notre intégrité qui est disponible pour essayer de trouver des solutions aux problèmes avec lesquels on se retrouve. C'est pas seulement à partir du travail physique, c'est pas seulement
à partir du travail psychologique. C'est une très belle combinaison qui fait que on peut, et c'est pour moi c'est l'objectif final, d'être le plus complet possible, le plus connecté possible, peut-être pour faire des conneries, mais en tout cas pour les faire vraiment en conscience. Oui, c'est pas pour trouver nécessairement la lumière, hein, et la vérité, mais en tout cas, j'aimerais bien faire quoi que je fasse et quoi que je pense, aussi complet que possible. En pleine conscience. Ouais. Et pour ça, j'ai besoin du corps. Je ne peux pas le faire seulement avec la tête. On demande beaucoup trop à la tête. Et pour moi, une des choses qui est belle du travail corporel, c'est que il y a une connexion très rapide et très directe avec le ressenti, la conscience et surtout le présent. Le corps nous porte au présent, inévitablement. Quand on travaille avec le corps, on est là. Et par rapport au shiatsu, du coup, par rapport au shiatsu traditionnel ou dans ton parcours, quel est l'aspect qui te plaît le plus, dont tu te sers le plus? Du shiatsu traditionnel, En général, comment tu t'entends maintenant dans toute cette vision assez large du corps, de l'esprit, de la relation que tu nous as un peu expliqué? Quel est l'aspect du shiatsu dans cette trilogie que tu chéris, qui tu trouves efficace? pour moi, c'est très, très clair. C'est très clair. Le shiatsu a une chose qu'on ne trouve pas facilement, et c'est la qualité du contact. C'est donner le temps. Ça a été coupé, David. David, Comment? ça a coupé, ça a coupé, ça a coupé. Il faut que tu recommences ta phrase. Ok. Ce qui est important dans le shiatsu, pour moi, ce qui m'a appris, m'a fait adorer le shiatsu dès le premier moment, c'est la qualité du contact, l'importance qu'on donne au temps, à l'écoute, à la responsabilité, à essayer d'être vraiment avec l'autre personne, de ne pas la juger, de l'accepter. Tout ça, c'est vraiment spécial. Les aspects de compassion, Oui, moi, tu parles beaucoup Masunaga. oui, mais la compassion bien comprise, hein, pas la compassion pitié. Oui, non, compassion dans le sens acceptation de l'autre. Oui, 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 oui. Et ça, le shiatsu, c'est une chose qui est très présente, je pense. Et, et c'est une chose que je pense qui fait le shiatsu spécial. Oui. Absolument. Est-ce que le public, vous avez des questions? Vous voulez écrire vos questions ou nous faire signe pour reconnecter les micros? Et sinon, moi, je pourrais… Patrick veut parler. Ouais. Ok. Bonsoir déjà à tout le monde. J'allais poser des questions à Barbara pour qu'elle fasse l'intermédiaire, mais puisqu'elle le propose, je vais avancer. Moi, j'ai appris une technique qui s'appelle le deep flow. Alors, je ne sais pas. Le deep flow. Ah, Oh, Et donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. Ça vient je ne connais pas. c'est une personne qui est au Canada qui a mis ça en place. Et c'est étrangement, ça ressemble étrangement à ce que vous dites dans l'ensemble, dans le Ah, sens où on va venir travailler en conscience avec la respiration. Et puis, on va écouter la personne, quoi. On est tout le temps dans le mouvement. Alors, c'est ça qui me fait intervenir, c'est que aujourd'hui, moi, j'ai appris le shiatsu avec Ohashi, j'ai appris le shiatsu traditionnel plutôt.
enfin, bien que ce soit du traditionnel avec Ohashi, mais j'ai plus appris le ressenti côté Ohashi et la technique vraiment, comment dire, précise dans une autre école. Et le receveur, il est au sol et il bouge très peu, à part que lorsque Maître Ohashi le faisait bouger, etc. Mais c'est quelqu'un qui, comme vous l'avez dit au début, reste, je dirais, statique dans l'ensemble. Et ben, le fait de ramener ces mobilités, ces différentes choses, cette respiration, la conscience, poser des questions, travailler, comme l'a dit Barbara, sur l'émotion, etc., ben, les séances sont un petit peu différentes. Donc voilà, je voulais savoir si vous vous orientez, si j'ai bien compris le principe et si ça ressemble à peu près à ce que j'ai décrit, si j'ai été clair. Oui, je ne connais pas cette technique dont vous parlez, mais pour moi, dans le mouvement shiatsu, ce que, par exemple, est important, ce n'est pas tellement, au fait, on ne bouge pas tout le temps, mais une chose, c'est si le client a besoin de bouger, ou ressent le besoin de bouger, de changer position, de s'étirer, de s'exprimer à travers le corps, c'est parfaitement acceptable et encouragé en plus, parce que ça fait partie du travail. Mais ça ne veut pas dire que toute la session, on va être en train de bouger. Oui, c'est pas qu'on bouge tout le temps. On bouge quand le besoin apparaît, mais D'accord. de l'intérieur, disons. Oui, c'est pas. Ouais. Et de l'autre côté, le mouvement, c'est une chose que l'on propose parfois pour faire plus évident les difficultés qui se montrent dans la session. Oui, on peut demander levez-vous et essayez de bouger la jambe comme ça ou essayez de faire. Oui, ce qui fait que pour le client, c'est beaucoup plus facile de comprendre pourquoi on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Oui, c'est ça une des raisons du mouvement. Oui. D'accord. Alors, j'ai d'autres questions, Barbara. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir entre les miennes. Ben, écoute, on a encore une demi-heure de questions. Continue, développe le fil de ta pensée, puis les autres D'accord. Tout à après. l'heure, vous avez commencé par parler justement des douleurs articulaires qui étaient. Voilà, on va prendre un ensemble, un bras par exemple, où on va partir de l'épaule pour aller jusqu'au poignet. Et vous disiez que effectivement, la première démarche qu'on va avoir, c'est d'aller chercher les points qui vont soulager. Euh, Maintenant, effectivement, c'est moi dans ma façon de travailler, c'est ce que je fais. Toutefois, c'est pas, j'ai toujours cette façon holistique. Effectivement, ça s'intègre, une partie de la séance, mais ça va pas être une séance complète sur l'épaule et tout ça, quoi, et sur le bras. Donc, je vais aller chercher aussi ce qui peut engendrer les douleurs dans ce bras de façon, je sais pas, la tête, le tronc ou ailleurs, j'en sais rien. Une mauvaise posture de travail, un mauvais mouvement régulier. Enfin, voilà, il y a toute cette démarche-là qui est. Est-ce que ça rentre aussi dans ce mouvement shiatsu? Ah oui, évidemment, les points sont, euh, moi je les appelle l'expérience concentrée. Hein, l'expérience de beaucoup de gens qui nous ont appris que ces points peuvent être utiles. Je dis rien contre les points. Ce que je voulais dire, peut-être que je ne me suis pas exprimé bien, mais c'est que on essaye, dès qu'il y a un symptôme précis, aigu, de trouver la façon de l'éliminer, mais localement. Vous voyez? Et souvent, on ne pense pas à comment tout le reste du système
peut aider. Et c'est précisément ça ce que je veux présenter dans le week-end que je vais être à Paris. D'accord. Oui. Ok. Et est-ce que vous avez une vidéo démo, je ne sais pas, qui vous montre en train de travailler Oui, Oui, sur YouTube. Ok, sur YouTube. Ah oui, voilà. Oui. d'accord, très bien. C'est magnifique de te voir travailler, David. C'est comme une danse. Il y a une évolution continuelle de mouvement. C'est très beau. Ok. Bah, moi, je n'ai fini pour les questions pour l'instant, donc je passe la main. OK. Merci. Philippe? Oui. Oui, bonsoir David. Bonsoir. Alors personnellement, je ne connais pas le mouvement de shiatsu, je découvre un petit peu par rapport à ce que vous êtes en train de nous dire. Je voulais juste essayer de comprendre, quand vous dites que votre client a le droit de bouger, c'est parce qu'a priori il a envie de bouger. Si vous voulez, de mon expérience personnelle, j'ai un petit peu travaillé avec des handicapés physiques. Et je disais beaucoup à ces personnes-là, si vous avez le moindre inconfort, si vous avez quelque chose qui ne va pas, parce que je vous ai positionné en décubitus latéral ou dorsal, ça ne vous convient pas, etc., n'hésitez surtout pas à bouger. Voilà, parce que bien évidemment, le shiatsu, ce n'est pas juste une personne qui donne un shiatsu et l'autre attend que ça se passe, c'est une collaboration entre deux personnes. Mais je crois que vous, apparemment, c'est pas juste ça. C'est pas j'ai un inconfort en tant que client, je vais bouger. C'est j'ai envie de bouger en tant que client, donc je vais bouger. Et là, si un client faisait ça pendant que je faisais un shiatsu, Matsunaga, j'ai un shiatsu, je dirais que moi, personnellement, ça aurait tendance à m'embêter parce que je dirais, mais moi, je voulais que sa jambe soit comme ça, il se met à bouger, ça ne m'arrange pas, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Ce serait très perturbant pour moi, a priori. Donc, Enfin, c'est pas une question, en fait, c'est juste une remarque que je me fais à moi-même et je voulais juste la partager. Oui. Oui, je comprends parfaitement parce que ma formation originelle était dans le Zen Shiatsu. J'ai fait le Matsunaga, j'ai fait le Shiatsu classique. Alors, je sais exactement ce que vous voulez dire, je pense. Et j'insiste, c'est pas où je dis d'une autre façon. Si le client ressent qu'il a vraiment besoin de bouger, lui dire de ne pas bouger parce que je veux continuer à travailler mon méridien, ou quoi que ce soit que je suis en train de faire, pour moi, c'est une contradiction en termes. Oui, c'est beaucoup plus intéressant de lui permettre de bouger, s'exprimer et en tout cas revenir à ce que je voulais faire, oui, et travailler. Et même s'il faut en parler, tous les deux. Ou bien c'est possible qu'à partir de ce besoin exprimé par le client, par exemple, il a besoin de se retourner. Parce que, par exemple, j'étais en train de faire la vessie, son épaule, et il est inconfortable, et ben, il se retourne. Eh ben, pour moi, ce n'est pas de problème. Le plus important, que le client soit confortable et trouve sa façon d'être confortable que de travailler la vessie. Je vais chercher autre façon de travailler la vessie ou de faire quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je comprends que ce soit inconfortable parce que ça m'oblige à changer mon plan de travail. Oui, mais bon, la vie, c'est ça. Ça passe tout le temps. Moi, je rencontre plutôt des gens qui ne bougent pas, au contraire. Ouais. Qui peuvent rester dans des positions inconfortables ou qui n'écoutent pas du tout leurs besoins. Oui, ça c'est vrai. Et je vais mettre un exemple qui est un peu bête, mais
Je pense à une personne qui est venue il n'y a pas trop longtemps et je travaillais avec sa jambe. Elle était en face en haut et j'ai pris sa jambe, je l'ai levée, elle est très, très tendue et j'ai dit bon, lâcher prise, essayez de vous relaxer là, voilà. Mais la jambe, elle restait toute raide là-haut, dans l'air. Et ben finalement, je suis parti, je lui ai laissé la patte là-haut. Et la personne ne s'est même pas rendue compte que je suis allé travailler son épaule. Hein. Et je lui disais, bon, vous êtes relaxé, vous êtes bien, ça marche, là, c'est douloureux. Elle disait, oui, oui, c'est bien. Et je lui dis, mais alors, qu'est-ce qu'elle fait, votre patte là-haut? Hein. Elle n'avait pas conscience d'avoir la jambe là-haut. Et pour elle et pour moi, bon, j'ai fait ça d'autres fois, non? Mais c'est très utile parce que tout à coup, elle a compris qu'elle avait très peu de conscience sur sa tension. Et si on n'a pas de conscience sur notre tension, par exemple, on ne peut rien y faire. La première chose, c'est avoir conscience de ce qui nous arrive, de ce qu'on fait. Et là, c'est le premier travail du shiatsu. C'est un travail très beau. Et le shiatsu est parfait là-dessus, parce que c'est un travail corporel qui nous présente très facilement ce qu'on ne ressent pas. Oui. Par exemple, quand les clients disent « Oh, je ne savais pas que j'avais cette partie tellement douloureuse. » Ouais, eh bien, c'est normal, mais le shiatsu aide à ça, aide à porter la conscience au corps. Et ça, c'est le premier pas. Mais c'est un pas fondamental, je pense. Oui. Il y a d'autres questions? David, typiquement, tu vas rappeler la personne. C'est David, je ne sais pas où je suis sur l'écran. Ah oui, allez, oui, David, pardon. Okay. Combien de fois tu vas rappeler la personne vers sa conscience de ce qu'il est en train de bloquer ou ce qu'il n'est pas en train de respirer ou pas en train de les fesses aussi. Mais un adulte, je vais l'inviter à le faire. Et comme disait Barbara tout à l'heure, l'adulte va peut-être juste faire le mort. Oui, c'est possible. Au fait, c'est ce qui est plus possible. Et c'est pas... Mais là, c'est une très belle question parce que il y a une ligne très fine entre essayer d'enseigner, disons, et d'être, comment on dit ça, quelqu'un lourd. Oui, quand on dit 4 fois lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, eh ben, évidemment, il faut trouver une autre façon de le faire parce que c'est pas la peine. Et en plus, ça fait sentir aux clients qu'elles font pas les choses comme elles devraient le faire. Alors, c'est encore pire de dire relaxez-vous. On peut pas dire à quelqu'un de se relaxer 10 fois parce que si quelqu'un me disait ça, ça m'énerverait, c'est sûr. Oui, si on me dit relax, 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 ben, c'est pas la peine. Ce que je veux dire, c'est, et c'est une des choses que j'aime beaucoup du mouvement shiatsu, c'est que de mon point de vue, si la personne ne peut pas lâcher ou prendre conscience de quoi que ce soit, de son corps ou d'une partie de son corps, c'est à moi
de proposer des expériments, des travails, des mouvements. C'est ma responsabilité de trouver quelque chose qui soit intéressante pour le client pour qu'il laisse d'être passif. Et à fin de compte, moi, c'est pour ça que je me sens payé par les clients. Les clients me payent pour aider à proposer des choses qui peuvent leur faire bouger. Soit des mouvements, des exercices, des travaux directs que je leur fais sur le corps, des travaux que je leur donne à faire à la maison, quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils me payent, pour faire des propositions qui peuvent être utiles. Et c'est là que je me sens responsable de mon travail. Oui. Ouais. Petit dosage à trouver. Travailler avec les enfants, c'est trop beau et trop facile. D'accord, c'est trop facile. Ça change comme ça, tchac, incroyablement rapide. Oui, je dis toujours qu'ils ont beaucoup de chance. Ouais. Ouais. Merci, David. Plaisir. Je me suis dit que peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux raconter quelque chose sur toi. Déjà, tu es en Espagne, tu as une école en Espagne, quelques étapes importantes de ta carrière d'enseignant international. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je raconte là? Que j'ai une école en Espagne depuis, maintenant c'est 25 ou 26 ans. Et bon, à l'école, on fait du mouvement shiatsu, on fait rien d'autre. Parce que je trouve que ça va jamais se finir, le shiatsu. J'apprends toujours et je sais que c'est une chose que l'on dit toujours, mais les clients et les étudiants sont les meilleurs maîtres. Alors là, je me sens très confortable à continuer avec l'école. Et toujours, pardon? Non, excuse-moi, vas-y. Non, et, mon intérêt continue à être le même. C'est de... ou bien, je reprends. Pour moi, il y avait deux bonnes raisons pour créer une école en Espagne. Une, très importante, c'est que pour les gens du nord de l'Europe, en Espagne, on se touche beaucoup et on est très tactile, disons. Mais ça, c'est vrai. Mais de l'autre côté, c'est vrai que très souvent, la façon de se toucher entre personnes en Espagne est superficielle. Oui. Et quand on veut un contact un peu plus profond, plus sérieux, ça se mêle souvent avec la sensualité et est une bonne raison pour moi pour faire une école de shiatsu, c'était de montrer que l'on peut faire un contact profond, intime, puissant, intéressant, effectif et sanateur, sans qu'il y ait une trace de sexe ou sensualité par là. Ça, pour moi, c'était une bonne raison pour le faire. L'autre, c'était de former des professionnels qui puissent repentir cet art. Parce que pour moi, le shiatsu, c'est un art parce que il y a une partie de théorie qu'il faut maîtriser, il y a la pratique qui est indispensable pour arriver à pouvoir faire ce que vraiment on veut faire. Il faut éduquer notre corps et notre conscience. Il faut apprendre
à développer l'intuition et à pouvoir confier à elle. Et il faut aussi apprendre à fluir. Comment on dit ça? Les rivières, qu'est-ce qu'elles font? Fluissent. Fluir. Fluir, voilà, fluir. Hein? Et c'est seulement quand tous ces aspects sont plus ou moins disponibles que je pense qu'on peut faire un shiatsu complet. Autrement, ça va être, on va appliquer une technique, on va faire quelque chose qui va être peut-être utile, effective, mais en tout cas, ça ne va pas être un art. Un art doit être personnel, doit être quelque chose qui passe par mon âme. Et le shiatsu permet ça. Et dans mon cas, c'est ce qui m'a permis d'être plus moi-même que rien d'autre que j'ai fait dans ma vie. C'est pour ça que je fais shiatsu, parce que c'est bon pour moi et j'adore et c'est infini. Alors, je serais bête si je ne faisais pas du shiatsu. C'est très beau. Oh, Tu étais aussi le président de la Fédération espagnole de shiatsu, non? Pendant longtemps. Tu as beaucoup œuvré pour le shiatsu en Espagne. Ah oui, mais il y a longtemps de ça. Heureusement, il y a quelqu'un d'autre qui le fait maintenant. Mais non, non. Et j'étais aussi à la Fédération européenne de shiatsu pendant 3 ou 4 années. Ah, il y a longtemps que je suis dans le monde de shiatsu et je veux dire qu'une des choses qui je trouvais spécialement, je me répète peut-être, mais belle du monde du shiatsu, c'est que si je compare avec beaucoup d'autres arts, même arts martiaux, techniques, dans le monde du shiatsu, c'est vrai qu'il y a de différentes écoles, différents styles, mais très rarement, il y a des conflits entre les écoles ou les visions. Je pense qu'il y a un respect profond pour le travail des autres, en général. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment spécial. Et je l'ai vécu en Espagne avec l'Association nationale en Espagne, mais aussi avec la Fédération européenne. Les différents styles de shiatsu se respectent. Il n'y a pas cette histoire de moi j'ai la raison, moi j'ai la parole originelle ou bien je suis descendant direct du Matrama number 3. Oui. Et alors, il y a une flexibilité et un respect que je trouve qui est vraiment spécial. Ce n'est pas habituel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour ma part. Merci. Alors, est-ce que tu veux nous dire un truc sur la relation entre le bassin et la mâchoire? Pourquoi tu as choisi ce thème? Qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter ou améliorer notre pratique? Bon, il y a une partie qui est directement mécanique, c'est les deux extrêmes de la colonne vertébrale, et il y a une relation mécanique de mouvement, d'équilibre, de balance, de gestion de la difficulté du mouvement qui relationne
la mâchoire, la partie haute de la colonne avec le sacrum et la pelvis, c'est-à-dire tout le bassin. Il y en a une autre qui est beaucoup plus énergétique, disons. En parlant chinois, disons, le bassin, c'est notre énergie plus primaire, plus ancestrale, plus disponible et moins humaine, très peu sociale, disons. Et la tête, c'est la partie de notre système qui a la fonction de gérer comment on s'exprime, comment on s'exprime en société, en famille, en société, en entourage humain. Et là, il y a un conflit évident. Parce que d'un côté, on a les impulses, les pulsions, les spontanéité est dans le bassin. Et de l'autre côté, on a la partie qui essaye de transmettre ça au monde d'une façon qui ne fasse pas trop de mal. Et au milieu, à moitié du chemin, on a le diaphragme qui essaye de faire un peu la gestion, la première gestion dans ce chemin de montée de cette énergie puissante qui est dans le bassin et qui veut s'exprimer et a des difficultés parce que normalement elle est mal vue dans les adultes, pas dans un enfant en tout cas, peut-être, et pas pour longtemps, on l'accepte mais pas pour longtemps, mais dans les adultes c'est mal vu que le bassin soit trop mobile, trop expressif et trop disponible, disons. Ouais. Et je ne veux pas dire que ça doit être la seule énergie disponible, hein, mais il faut trouver la façon de lui permettre l'expression d'une façon qui soit satisfactoire, mais en même temps qui ne soit pas destructive, qui soit créative. Et c'est pour ça que trouver la façon que ces parties travaillent ensemble favorise l'expression créative. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Parce que trop souvent, la seule façon de contrôler cette énergie fabuleuse qui est là, disponible à tout temps, en principe, c'est de la réprimer. C'est de la renfermer dans un petit... et la libérer de temps en temps, mais d'une façon trop triste. Et du coup, la mâchoire, elle prend toute cette tendance, ces pulsions opposées. Oui, c'est parce qu'elle essaye de contrôler. Et alors, quand on ne peut pas s'exprimer, quand on ne peut pas... on doit retenir ce qu'on a envie de dire, de manifester. Il y a un contrôle, il y a une tension qui nous fait resserrer la mâchoire. La vie comporte
les stress qu'on doit manager toute la journée, tout le temps. Notre manque de conscience et de présence dans le présent qui nous fait projeter dans le futur, ça aussi nous porte beaucoup de tension dans tout notre corps, mais dans la mâchoire et dans le bassin, parce que ce sont les deux grands focus. Et au milieu, on a toujours le diaphragme qui fait de son mieux, qui essaye de trouver toujours le point moyen entre ces deux extrêmes. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes à respirer comme il faut, en tranquillité et relaxé, d'une forme relaxée. Alors c'est... Des questions? Vas-y, Oui, Philippe. Ça veut dire que concrètement, si vous avez une personne allongée qui vous paraît complètement bloquée, qui serre la mâchoire, qui ne bouge pas le bassin, vous allez faire quoi? Moi, comment dire? Je remarque que quand je fais un shiatsu et quand je mobilise le bassin d'une personne qui me paraît justement un peu trop voilà, figé, c'est quelque chose qui est souvent accepté par les gens et qui est un petit peu libératoire. Mais quelque part, c'est un... Comment dire ça? Vous parliez de toucher les gens. Quand on manipule le bassin de quelqu'un, enfin, moi, personnellement, j'ai toujours l'impression que c'est une partie du corps très personnelle de la personne. C'est un peu comme si j'allais lui manipuler la mâchoire pour essayer de faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se fait Oui, pas. oui. C'est l'impression que j'ai avec le bassin. Donc, concrètement, vous faites quoi avec une personne comme ça qui paraît figée? Pardon, mais la réponse est toujours la même. Je ne sais pas. Parce que je dois avoir la personne, je dois être là. Je ne sais pas où je commencerai. Je ne sais pas si je vais commencer par... J'ai aucun protocole, absolument aucun. Mais je pense que vous avez toute la raison du monde quand vous dites que le bassin est une partie très personnelle. Aussi personnelle que le hara, par exemple. Oui, pour moi. Alors, dans ce sens, je ne sais pas ce que je vais faire, a priori, mais ce que je sais, c'est que je vais aller lentement, avec beaucoup de respect, et en tout cas, en faisant, en m'assurant que je vais rien forcer en termes de manipulation, pression ou même de travail sur le client ou sur la cliente. C'est-à-dire, je vais toujours travailler dans des marges, des limites de sûreté. Oui, c'est-à-dire, je ne vais jamais commencer par forcer ou arriver à la limite d'une partie inconfortable. Oui, avant tout, c'est important que la personne se sente respectée, se sente écoutée et sente qu'elle peut exprimer ce qu'elle ressent dans peut-être tout le travail qu'on va faire. Et alors, cette partie qui est intime, et c'est vrai, arrête d'être une partie intouchable. Elle est intime, mais elle n'est pas intouchable. Parce que la personne ressent
qu'il y a une personne derrière qui va s'assurer de ne pas dépasser les limites, de ne pas être inconfortable et de respecter n'importe quoi que la personne ressente. Alors, je veux dire que c'est vrai que la partie, le bassin et le hara, pour moi, c'est exactement le même principe. C'est des parties sensibles, personnelles et que beaucoup de gens n'aiment pas qu'on travaille, mais ça dépend absolument de l'approche qu'on fasse à ce contact. Ouais. Pardon, je pensais maintenant, probablement ça vous est arrivé aussi, mais il n'y a pas longtemps, une cliente me disait, quand je lui ai demandé si c'était OK de le toucher le hara, elle m'a dit, bon, moi, j'aime pas du tout qu'on me touche le ventre. Même mon mari, je ne lui laisse pas me toucher le ventre. Et bon, j'ai dit, bon, si vous ne voulez pas, on fait autre, c'est pas de problème, on ne touche pas. Et elle a dit, bon, non, mais OK, essayons. Et au bout de 10 minutes, elle était très surprise qu'il n'y avait aucun problème. Et c'est à cause de la façon qu'elle a ressenti que je respectais ses désirs qui a fait possible qu'elle laisse se toucher le hara, et c'était super facile. Et après, elle m'a parlé que des choses se sont passées à la maison avec son mari, et tout, la chose a changé. Son hara a commencé à être disponible pour le contact. Eh bien, ça change beaucoup de choses, ça. Ouais. Mais ce n'est pas le shiatsu qui a fait ça, c'est la relation qui a permis ça. Oui. Mais qu'est-ce que c'est le shiatsu? Le shiatsu, c'est relation. Voilà, j'ai fermé le cercle. Non, mais c'est vrai. Parfois, c'est plus simple que ça. Et plus difficile. Très inspirant. Il est quelle heure, David? Ah, je ne sais pas. J'ai entendu les cloches ici dans mon village. Il est 20h10, Barbara. 20h10? Ok, merci. Je ne sais pas si on avait prévu une heure de connexion. Est-ce que vous avez encore quelques dernières questions? Ou David a envie de rajouter quelque chose? Non, en principe, non. J'aimerais bien vous voir tous à Paris, mais à part ça, non. Alors, le stage de David aura lieu le 24-25 juin, dernier week-end du mois de juin. David, il parle parfaitement bien français, c'est génial. Et vous êtes les bienvenus. Si certains d'entre vous sont intéressés, vous pouvez nous contacter. Allez voir aussi des vidéos de David sur YouTube et même sur notre... je sais pas, sur la page, je crois qu'il sur la page de notre site, il y a aussi une de tes vidéos. C'est tellement beau aussi dans sa forme, dans sa pratique, qui est à la fois technique et à la fois libre. Et voilà, donc l'art du toucher, il a entamé une démarche de s'intéresser à la pédagogie dans le sens très large du terme, et on est vraiment passionné, heureux de pouvoir rencontrer des enseignants internationaux qui nous ramènent leur expérience, mais surtout on choisit avec soin des belles personnes comme toi, David. C'est-à-dire que la démarche n'est pas seulement d'apprendre des techniques, mais vraiment de grandir dans ce qu'on fait, d'amplifier nos perceptions. Et
à 26-27 juin. Je me suis trompée de la date. Yulia elle m'envoie un petit message pour rectifier. Moi, je suis terrible avec les dates. Tout ce qui est un peu numéro. Et juste pour faire part d'un prochain rendez-vous qu'on a aussi en ligne avec Gabriella Poli dimanche prochain pour un cours sur le shiatsu et les fascias. C'est un cours de 3 heures. C'est une formation en ligne d'une après-midi. Il donnera au mois de septembre à Paris. Gabriella Poli, c'est une Italienne. Tu la connais, David? Oui, oui, oui. Bon, on s'est retrouvés, je ne me souviens pas où, mais dans des congrès et tout ça, mais il y a longtemps en tout cas. Hein. Ok. Et je sais pas, j'aime pas conclure, je sais pas conclure. Je laisse encore les gens s'exprimer pour un dernier même salutation. Remettez vos micros, remettez vos vidéos aussi si c'est possible. Il y a beaucoup de vidéos noires, c'est juste pour nous voir, que ce soit un moment déjà qu'on est en virtuel, mais que ce soit un moment de partage. Barbara, je peux peut-être arrêter l'enregistrement pour mettre un peu en tout à fait. confiance. C'est bon? OK. Oui, Donc, stop oui, oui. ici.